Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire de Djembé Fola. Essai sur le tambour djembé au Mali. Méthode d'apprentissage du djembé, avec partition et CD. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan1@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 702 EAN 9 782 296 967 021. Julien Contet. Mémoire de Djembé Fola. Essai sur le tambour djembé au Mali. Méthode d'apprentissage du djembé, avec partition et CD. L'Harmattan. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akor. Dernière parution. Juan Avila, Développement et lutte contre la pauvreté, le cas du Mozambique, 2012. Jean-Serge Massambamakaoumboou, Politique de la mémoire et résolution des conflits, 2012. Apollinaire Sam Simantotomafuta, La face occulte du dieu des Congolais, 2012. Toavina Ralambomahai, Madagascar dans une crise interminable, 2e édition 2012. Alphonse Zozim Tamkamta, Eric Wilson FOFACK dire, Les urgences africaines, réécrire l'histoire, réinventer l'État 2012. Henri Pensée MPERENG, avec la collab de Jerry MPERENG, Histoire du Congo-Kinshasa indépendant. Politique économique, 2012. Julien Bokailo, La Chine au Congo-Brazzaville. Stratégie de l'enracinement et conséquences sur le développement en Afrique, 2012. Bouyokawin Jimena REM, Microfinance et réduction de la pauvreté de la femme rurale en Afrique. Comprendre la dérive vers le monde urbain, 2012. Canel ENGENDJANGOULOU, Le développement des industries culturelles au Gabon, 2012. Francis NKEANDZIGUE, La procédure pénale au Gabon, 2012. Moussa Boureima, L'économie agricole au Niger, 2012. Yayassi, Mémoire d'ancêtre, 2012. Essai à Mouzou, Muammar Kadhafi et la réalisation de l'Union africaine, 2012. Jean-Pierre Lehmann, Prophète guérisseur dans le sud de la Côte d'Ivoire, 2012. Melchior Mbonimpa, Guérison et religion en Afrique, 2012. Jean-Alexis Mfoutou, La langue de la politique au Congo-Brazzaville, 2012. Alassane Chérif, Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration. Diagnostic, pronostic, prise en charge, 2012. Mahamadou Maïga, Les peuples maliens et africains, 50 ans d'indépendance ou de dépendance, 2012. Sylvain Chikoji Mbumba, Le pouvoir de la paix en Afrique en quête du développement, 2012. Ijin Dida Samboulou, Traité congolais de procédure civile commerciale, administrative, financière et des voies d'exécution, 2012. Jean-Nazaire Tama, Droit international et africain des droits de l'homme, 2012. Khalifa Ababakar Kane, Droit portuaire en Afrique. Aspect juridique de la gestion et de l'exploitation portuaire au Sénégal, 2012. La ville depuis la colline de Sikoroni. J. Contet Bamako 2010. Préface. Dès 1998, à l'occasion de mon premier séjour au Mali, je commençais à répertorier et décrire les différents rythmes et danses car il me semblait indispensable de pouvoir les placer dans leur contexte socio-culturel afin de donner une couleur et un sens à ces phrases de percussion. Puis, en constatant le manque d'ouvrages concernant le djembé, j'ai décidé d'entreprendre la réalisation de cet essai, entraîné par une seule motivation, promouvoir le djembé malien. Je voulais effectivement mettre en avant cet instrument, le faire connaître et donner envie aux gens d'apprendre à jouer les rythmes du Mali, car j'estime que ce pays, dont la culture musicale est si riche, est en retard au niveau de la représentation internationale. J'ai également voulu situer l'instrument dans sa réalité géographique,
et par là même présenter les ethnies qui le pratiquent sur le territoire malien, à savoir les différents groupes malinké, les Wassoulunké, une partie des Kassonké, des Soninké et des Bambara ainsi que les Peuls du Fladougou et du Birgo. Les informations contenues dans ce livre constituent donc une synthèse entre le fruit de mes investigations au sein de nombreux villages représentatifs des différentes ethnies pratiquant le djembé, ce qui correspond à 7 années passées sur le terrain, et de nombreuses interviews réalisées auprès de maîtres djembé Folo. Ces déplacements me permirent donc de séjourner notamment dans le Wassoulou, Yanfolila, Komisana, le Mandé Kangaba, Kela, Degela, Balanzan, Sibi, Djelibani, Djoliba, Narena, Bankoumana, le Solon, Makono, le Baya, Sélingué, Kangaré, le Bambouk, Kenyeba, la région de Kita, le Fladougou, Sorotabougou, le Kasso Kai, Sambaga, Sotoukoulet, Kakoulou, Seroumé, le Karta, Diandrante Kamara, Sogan, le Méguétan, Sirakoro, Koulikoro, le Djitoumou, Wélessé-Bougou, Ténéman-Bougou, le Bani-Mounoutier, Bougouni ou encore le Tiendougou, Niamala, Koumantou. Je considère donc que ces recherches représentent un travail d'ethnomusicologie de débroussaillage. Car il faudrait, pour obtenir un résultat scientifiquement complet, passer au moins une année entière dans chacune des régions citées, or le temps et le budget dont je disposais ne me le permettaient pas. Cet ouvrage est donc une proposition, un essai non exhaustif concernant les rythmes du djembé. Ceux qui ont fait le même genre de recherche savent que même si l'on séjourne un bon moment dans un village, il y a toujours un ou deux rythmes dont on oublie de vous parler. De plus, la tradition originelle est difficile à mettre à jour car il arrive que les musiciens respectifs de deux villages voisins se contredisent, ce qui rend parfois la vérité plurielle et insaisissable. Tout complément d'information et toute critique de la part des lecteurs seront donc les bienvenus. Il faut également préciser que nous ne pouvons pas ici nous permettre de donner des explications concernant certains rythmes liés à des rites sacrés ou tabous, et ce par respect des choses qui doivent rester mystérieuses et connues des seuls initiés. Je tiens à remercier tout particulièrement mon ami et maître François S. Dembélé pour son soutien et ses informations nécessaires à la rédaction du chapitre Biographie d'un djembé Fola, François Souleymane Dembélé. Le livre est complété d'un CD qui présente 10 rythmes du répertoire malien proposant une approche pédagogique de l'instrument, qui devrait convenir aux néophytes comme aux passionnés. Je souhaite à tous une bonne lecture et un bon apprentissage, en espérant que ce travail apportera une pierre, si modeste soit-elle, à l'édifice de la connaissance de la musique africaine. Cet ouvrage est dédié à Feu Khalifa Bérété dit Mao, et à Feu Mamadou Sylla dit Faraba. Que la terre leur soit douce et légère. Julien Contet. Le Mali. 1. Carte d'identité. La République du Mali est un État intérieur de l'Afrique occidentale. Sa superficie est de 1 240 000 km², et sa population totale est d'environ 11,2 millions d'habitants. Elle a pour ville principale Bamako, la capitale, 1 300 000 d'habitants recensés auxquels viennent s'ajouter près des apostrophes 1 million de personnes, Sikasso 145 000 hab, Mopti 109 000 hab, Koutiala 100 000 hab, Kai 98 000 hab et Ségou 93 000 hab. Le Mali a pour pays voisins la Mauritanie et l'Algérie au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud et le Sénégal et la Guinée à l'ouest. Il faut souligner que les frontières tracées à la règle par les anciens colons partagent souvent les ethnies en 2 voire 3 nationalités. Le pays appartient à l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, et a donc pour monnaie le franc CFA. La religion principale est l'islam, 89,8%, qui fit son apparition vers l'an 900 après Jésus-Christ avec les commerçants nomades venus d'Afrique du Nord. Les religions traditionnelles et le christianisme représentent respectivement 9,2% et 1% des croyants. De nombreux monothéistes n'ont pas rejeté l'animisme qu'ils pratiquent conjointement par le biais des féticheurs. 2. Géographie et économie. Le territoire du Mali comprend le cours supérieur du Sénégal, le cours moyen du Niger avec le grand coude que forme le fleuve, et au nord, dessinant un angle dont le sommet est au-delà du tropique du Cancer, un vaste espace désertique appartenant au Sahara méridional. Celui-ci se trouve prolongé au centre par le Sahel, zone tropicale steppique à longue saison sèche.
Ces régions d'élevage nomade des bovins et des ovins souffrent depuis les années 70 de la sécheresse. Les seuls accidents notables du relief sont l'Adrar des Ifora, lointain prolongement des massifs du Hagar, et les monts Mbori, 1155 mètres, qui bordent la cuvette nigérienne. Le sud du pays, plus peuplé, jouit d'un climat tropical, de savane et de forêts claires, avec une saison humide de juin à octobre et une saison sèche de novembre à mai. Les moyennes de température sont élevées, de 24 à 29 degrés Celsius, et les variations diurnes sont considérables. En direction du nord, la saison humide va en se raccourcissant jusqu'à disparaître, les écarts de température s'accentuent, et la végétation passe de la savane à bouquets d'arbres à la savane aux arbustes épineux, puis à la steppe et enfin au désert. Les zones de culture, mil, sorgho, riz, maïs, patates, manioc, arachides et coton, ont été étendues par l'irrigation dans les vallées des fleuves Niger et Sénégal, ainsi que dans le Massina. Jusqu'en 2000, le Mali était le premier producteur de coton d'Afrique. Avec 74,4% de population rurale, l'agriculture représente la principale ressource du pays. Les gisements miniers, or, diamants, bauxite, manganèse, ne sont encore que trop peu exploités et ce sont souvent des entreprises privées étrangères qui tirent profit du sol malien. Si l'artisanat est très développé, le Mali ne possède que quelques industries alimentaires et textiles, et compte toujours parmi les pays les moins avancés sur le plan industriel. Si les puissances occidentales avaient réellement l'intention d'aider les pays du Sahel à progresser et à accéder à un développement durable, ils l'auraient fait depuis longtemps. À ce sujet, nous vous conseillons de lire l'indispensable ouvrage de François-Xavier Vershave, à France-Afrique, le plus long scandale de la République Stock, 1998. 3. Les langues. La langue officielle au Mali est le français et la principale langue véhiculaire est le bambara, ou bamanan. Viennent ensuite en termes de locuteurs le songhai, le peul et le soninké, les autres langues nationales étant le malinké, le bobo, le bozo, le dogon, le kasson-ke accent aigu, le mor, le minyanka, le sénoufo et le tamatchek. En réalité, ces 13 langues nationales correspondent aux grandes aires culturelles du pays et plusieurs d'entre elles se déclinent en différents dialectes. Cet état de fait est tributaire de la politique linguistique développée depuis l'indépendance en 1960, qui consistait à ne pas favoriser une culture plus qu'une autre dans un pays composé de multiples communautés ethniques, qui cohabitent particulièrement bien aujourd'hui. Si le bambara demeure la langue la plus parlée, il partage le pays en deux avec le songhai à la hauteur de la ville historique de Djenné. Le sud de cette ligne est occupé par les bambaraphones bien que n'étant pas tous bambara. C'est dans cette partie que se situe Bamako, et c'est probablement parce que cette ville concentre la quasi-totalité des activités économiques et administratives que l'ensemble des populations s'y retrouvent. Or, l'un des premiers critères d'intégration est de parler sa langue. De ce fait, le bambara, langue de Bamako, devient la langue de la ville, de la science et des évolutions sociales, fonction d'ailleurs qu'elle partage avec le français. Il est donc aisé de comprendre que les populations qui se veulent porteuses de ces valeurs veuillent toutes le parler four, ce qui est du cas du français. Il occupe le statut de langue officielle bien qu'étant connu par moins de la moitié de la population. C'est la langue du travail, de l'administration, de l'enseignement, de la promotion sociale et du prestige. Ismaël Maïga, Parlons Bambara, L'Harmattan 2001. 4. Les groupes ethniques. Les groupes ethniques au Mali sont généralement rassemblés en plusieurs familles distinctes, à savoir le groupe mandingue ou Wangaran, comprenant les Malinké, les Bamanan, les Kassonké et les Dioula, ainsi que les groupes qui leur sont assimilés tels que les Peuls du Wassoulou, du Fladougou ou du Birgo ou encore les Dialonké. Le groupe soudanien comprenant les Songhoi ou Koroboro, les Soninké, les Kakolo, les Bozo ou Sorko et les Somono, les Dogons ou Abé en langue Peul, Kado au singulier, les Bela, les Zoulé, les Samo, les Natioro, les Wara, les Sambla, les Sia, les Borons, les Uela et les Ligbi. Le groupe voltaïque, comprenant les Minyanka ou Mamara, les Sénoufo et les Bobo, dont les Bobofing et les Bobo Oulé ou BWA. Le groupe des Blancs comprenant les Peuls ou Fia, ou Fulbé et les Tout-Couleurs, les Maures ou Souraka et les Touaregs, dont la langue est le tamashek. Carte numéro L. Les principales ethnies au Mali. 5. Histoire générale.
Le Mali tel qu'il est défini aujourd'hui dans ses limites géographiques, est au cœur d'un territoire qui vit l'avènement des plus anciennes civilisations noires. Pendant plus d'un millénaire, différents royaumes et empires se sont succédés dans cette région, dominant l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les ancêtres des peuples mandingo-soudanais seraient originaires d'Égypte ou du Soudan et auraient atteint l'Afrique de l'Ouest quelques 2700 ans avant Jésus-Christ. Ils y trouvèrent une population autochtone, des Pygmées d'après certaines sources, et les chassèrent. Ils s'organisèrent petit à petit et fondèrent quelques siècles avant Jésus-Christ un État fédéraliste appelé Oudouma qui fut ensuite absorbé par le premier véritable empire ouest-africain. Le Ghana, extension du royaume du Ouagadou, 2e-11e s. Au Xe siècle, l'empire du Ghana, à ne pas confondre avec l'actuelle République du Ghana, fondée par les Soninké, atteint son apogée. Le souverain de Koumbi, capitale de l'Empire, a alors sous sa domination les royaumes du Tekrawer, du Bambouk et du Mandé, voir carte numéro 2 page 17. Le Ghana éclate après la prise de Koumbi, Koumbi Saleh, par les Almoravides en 1077. Le Sosso, royaume resté fidèle à la religion traditionnelle animiste, prend son indépendance et lutte contre les musulmans. Il ne peut cependant s'imposer complètement aux Mandés, ou pays mandingues, dont les suzerains sont convertis à l'islam depuis le milieu du XIe siècle. En 1235, les Malinké, habitants du Mandé, se révoltent contre le roi du Sosso Soumaoro Kanté. Ils renversent ce dernier en ralliant Soundiata Keïta venu de Néma, actuelle Mauritanie, pour défendre son pays. C'est le début de l'Empire du Mali dont l'apogée sera atteinte sous le règne de Kankou Moussa, 1307 à 1332, qui fait connaître le Mali hors de l'Afrique en faisant un pèlerinage mémorable à la Mecque. Niani est alors la capitale de l'Empire, voir carte numéro 3 page 18. Mais au XVe siècle le royaume ne résiste pas aux raids des Mossi au sud, aux attaques des Touaregs au nord et aux révoltes des Songhai à l'est. Vassal du Mali, le royaume Songhai reprend son indépendance, édifie un immense empire sous l'autorité de Soni Alibert en 1464 et atteint son paroxysme sous la Skia de Mohamed, 1495 à 1528. Gao en est la capitale politique et administrative alors que Tombouctou s'impose comme la capitale marchande, religieuse et intellectuelle, de nombreux Arabes y résident. L'empire s'effrite à la fin du XVIe siècle suite aux assauts des Marocains et aux rivalités internes. Au XVIIe siècle, les Bamanan ou Bambara, qui étaient une fraction des Mandingues demeurés fidèles à l'animisme et farouchement opposés à l'islam, s'affranchissent de l'autorité des rois malinké. Sous l'égide des Koulibaly puis des Diarra, ils créent le puissant empire de Ségou et deviennent les souverains du royaume du Karta que gouverneront les Koulibaly Massassi. Carte numéro 2, Empire du Ghana au XIe siècle. Leur économie est basée sur la traite des esclaves, prisonniers de guerre, qu'ils vendent aux trafiquants africains qui les emmènent sur la côte pour les vendre aux négriers européens. Entre 1440 et 1880, des millions d'Africains sont déportés vers les îles des Caraïbes ou le continent américain. Au XIXe siècle, c'est le tout-couleur El Hadj Oumar Tall qui met fin au royaume Bambara et y impose l'islam. Son empire englobe des populations variées, Kassonké, Malinké, Peul, Bamanan, Songhai, Touareg et tout-couleur. Mais les luttes intestines, notamment entre tout-couleur et Peul du Massina, facilitent la conquête française. Celle-ci débute véritablement en 1854 avec la nomination du colonel Faidherbe à la tête de la colonie du Sénégal et la construction du fort de Médine, à côté de Caille, en 1855. Les troupes françaises se voient dans un premier temps freinées par El Hadj Oumar, puis par l'Almami Samori Touré. Grand stratège militaire, ce dernier conquiert un vaste empire sur les pays du Haut-Niger et constitue une puissante armée de type moderne. De 1882 à 1898, il lutte inlassablement contre la pénétration française puis meurt en captivité en 1900. La ville de Sikasso, capitale du Kénédougou, est prise en 1898. Vers 1914, la conquête coloniale est achevée. Appelé au Sénégal, Niger puis Soudan français, le Mali reste colonie française jusqu'en 1956. En 1958, il entre dans la communauté française d'Afrique de l'Ouest. République soudanaise en 1959, il tente une fédération avec le Sénégal, mais celle-ci échoue.
Le Mali acquiert son indépendance le 22 septembre 1960 et a pour premier président le socialiste Modibo Keïta. Ce dernier est renversé en 1968 par Moussa Traoré, qui est à son tour renversé par un coup d'État sur fond de révolte populaire le 26 mars 1991. Le multipartisme est instauré et Alpha Oumar Konaré devient le président de la Troisième République, en avril 1992. Il est réélu en 1997, puis cède son fauteuil présidentiel à Amadou Toumani Touré en 2002 qui brigue et obtient un deuxième mandat en 2007. Les quelques lignes que vous venez de parcourir constituent un aperçu très global de l'histoire du Mali. Des descriptions plus détaillées concernant l'histoire et les mœurs socioculturelles des ethnies pratiquant le tambour djembé sont proposées dans les chapitres suivants. Carte numéro 3. Situation géographique des Malinké à travers les siècles. Féticheurs. Amélie Massé, Samaya 2007. 1 Recensement 2005. 2 Chefs religieux. Biographie d'un djembé Fola. François Souleymane Dembélé. François Souleymane Dembélé est né un 3 février 1957 à Bamako, de père Zoumana Dembélé et de mère Koura Marie Diarra. C'est un enfant du pays des hommes droits, ceux qui aujourd'hui encore refusent l'humiliation et préfèrent la mort à la honte, les Bobos, ethnie répartie entre le Mali et le Burkina Faso. Le destin de François sera scellé par un petit djembé que lui apporta un jour sa mère, de retour du marché de Médina Koura, quartier de Bamako. Il venait d'avoir 7 ans et s'apprêtait à rejoindre les bancs de l'école française. Cet instrument, que sa mère considérait comme un simple divertissement, allait orienter le jeune François vers la musique. Il prit sa nouvelle passion très au sérieux. De retour de l'école, il se ruait sur son tambour et s'entraînait seul, tellement acharné qu'il en oubliait de manger et d'apprendre ses leçons. C'est ainsi qu'en 1966, il fut amené à accompagner la troupe théâtrale de son école, participant ainsi aux compétitions interscolaires, malgré la désapprobation de ses parents. La troupe remporta la première place et François fut élu meilleur djembé Fola de tous les établissements de premier cycle de Bamako. Un an plus tard, il reçut à nouveau cette gratification de meilleur batteur à l'occasion des compétitions interquartiers. C'est en 1968 que le destin plaça François sur le chemin d'un maître incontesté du Wassoulou, Karamoko Sidibé, qui le prit en estime à cause de son amour exacerbé pour le djembé. Un matin, alors que le jeune François se rendait à l'école, il croisa un groupe de djembé Folo qui allait à un mariage. Il fut interpellé par l'un des percussionnistes, un certain Toumani Sidibé qui lui proposa de les suivre. Oubliant qu'il devait aller à l'école, il accompagna les musiciens jusqu'au lieu de l'animation. Toumani intervint auprès de Karamoko pour qu'il intègre François au sein de son groupe. Le maître accepta, mais à condition que son nouvel élève continue d'aller à l'école. Ce dernier poursuivit donc ses études et commença son initiation. La formation d'un apprenti djembé Fola commence généralement par l'observation. Le jeune suit le groupe, démonte les dounounes et fait le thé, sans recevoir de cours à proprement parler. Il se doit donc d'écouter et de mémoriser les phrases du maître. Avant une animation, les apprentis jouent pour avertir les invités que le gombo va commencer et peuvent ainsi se faire remarquer par leur professeur. Un beau jour, Karamoko confia le Kongoni au jeune François qui s'imposa rapidement comme membre du groupe à part entière, suscitant déjà la jalousie de ses camarades. Pour récompenser son talent, le maître lui confia le dunumba, instrument dont le jeu nécessite précision et connaissance des variations liées à la danse. Quelque temps plus tard, Karamoko permit au jeune artiste de s'essayer au djembé comme premier accompagnateur, dernier palier à franchir pour accéder au rang de soliste. C'est ainsi que François fut un jour désigné par son maître pour le remplacer en tant que soliste, lors de l'animation d'une fête de mariage. Du haut de son maître 10, l'élève tenait à relever le défi afin de mériter la confiance de celui qui venait de l'honorer. La peur au ventre mais fort de sa fierté congénitale, il remplit son contrat et ce jour fut pour lui le début d'une carrière mouvementée, contestée et difficilement conciliable avec ses études. Ce premier succès arriva comme une traînée de poudre aux oreilles de sa famille, qui commença à prendre les choses au sérieux.
Alors que le jeune instrumentiste venait d'être sélectionné par la troupe régionale de Bamako pour la Semaine nationale de la jeunesse, son père décida de l'envoyer poursuivre ses études au village. François se retrouva donc à Sane dans la famille, où il était censé trouver de bonnes conditions pour étudier et oublier le djembé. Mais la passion qu'il vouait à cet instrument était grande. Un jour, interpellé par le son des percussions, il se rendit sur le lieu de l'animation. À la pause, il s'adressa à l'un des apprentis, lui expliquant qu'il était lui-même djembé fola à Bamako et qu'il avait été envoyé à Sane afin de poursuivre ses études. Lorsque le jeu reprit, le maître, un certain Mamoutou Kouyaté, l'invita à jouer afin de le tester. Après la fête, ils se rendirent tous dans la cour du maître pour boire le thé. Celui-ci tendit un djembé à François afin d'entendre certains rythmes et la manière d'enchaîner certaines phrases. Tous les batteurs furent impressionnés. L'élève qu'était François dépassait déjà le maître qu'était Mamoutou. C'est ainsi que le tambour rattrapa le jeune écolier une fois de plus. Les animations, mariages, baptêmes, fiançailles, circoncisions, avaient lieu les jeudis, samedis et dimanches. Les congés scolaires étant les jeudis et dimanches, François ne manquait pas une occasion d'aller jouer, et il permit à son maître d'être reconnu Super Folila de Sane face à son principal rival, un certain Moriké Diabaté. La famille de François fut évidemment très vite informée de ses activités artistiques. Il fut corrigé et un de ses oncles, le plus jeune, se rendit chez Mamoutou pour le menacer, lui interdisant d'accepter François dans son groupe. Malgré les nombreuses réprimandes, le jeune ne put se résoudre à abandonner l'instrument, contraignant ainsi son grand frère à le renvoyer chez ses parents, impuissant face à un tel acharnement. Le retour à Bamako fut difficile. Son père, exaspéré, qui avait utilisé tous les moyens pour le détourner de la percussion, le somma de choisir entre la famille et la musique. L'enfant de 12 ans qu'il était choisit naturellement la famille. Mais il ne put résister à l'appel du destin et reprit le tambour, ce qui raviva la colère de son père qui le renvoya définitivement de la maison. Celui-ci voulut également renvoyer la mère de François qu'il tenait pour responsable de la situation, et c'est grâce à l'intervention des amis et de la famille que la séparation n'eut pas lieu. C'était à François de quitter le cercle familial et d'assumer son choix de vie. Le jeune virtuose dut également abandonner les bancs afin de se prendre en charge financièrement. C'était en 1971 et il avait 14 ans. Ainsi commença pour François une vie véritablement professionnelle. Il rejoignit la troupe de Karamoko Sidibé et continua à jouer dans les diverses animations bamakoises. 4 mois après son retour chez le maître et après un court passage au ballet des chemins de fer, il fut de nouveau sélectionné par la troupe régionale du district de Bamako pour participer à la Biennale artistique et culturelle du Mali. Cette participation lui permit d'être élu meilleur djembé fola de ladite compétition. Ce titre attira sur lui l'attention des recruteurs du Ballet national, alors nommé Troupe folklorique nationale du Mali, qui le convoquèrent quelques mois plus tard. Cet événement s'avéra très important dans la carrière de François, car il avait, à la suite de la biennale, abandonné la musique, réalisant que ce métier n'était pas assez rentable. Il fut donc convoqué au sein du ballet pour être auditionné. Il joua le sandia et fut sélectionné. Impressionné par les personnages et la renommée de la troupe folklorique nationale, François s'enfuit au village de son maître, qui avait lui aussi cessé de jouer, afin de lui demander conseil. Celui-ci, convaincu des capacités de son élève, l'encouragea à poursuivre sa carrière. C'est ainsi qu'il fut recruté début 73 au sein du Ballet national du Mali. Il venait d'avoir 17 ans. Le ballet malien est une école où l'on cultive l'excellence, et seuls les meilleurs danseurs et instrumentistes du pays y ont leur place. François intégra donc l'équipe des djembé folo, alors composée de grands tels que Mamadou Sylla dit Faraba et Maré Sanogo, tous deux solistes, ainsi que Brahima Diakité, Bala Samaké, Zani Diabaté, Djelimadi Kouyaté, Adama Diakité et Moussa Sidibé, les accompagnateurs du ballet. Cette panoplie de djembé folo, tout maîtres de leurs villages respectifs, effraya le jeune François. Mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Il releva le défi, et se mit au travail patiemment et assidûment. Chaque erreur, chaque faute était vécue comme un drame personnel et il essuya beaucoup de coups bas.
Regonflé par les bénédictions de son maître, il ne se décourageait pas et restait collé à son djembé, répétant chaque note, chaque rythme. Il investit son premier salaire de fonctionnaire dans un petit magnétophone, pour enregistrer et mémoriser chaque phrase musicale. François s'affirmait petit à petit, confortant sa place d'accompagnateur. Il devint ensuite 3e soliste après 2 années de labeur, puis 2e soliste pour enfin accéder au rang de premier soliste 7 ans après son arrivée, succédant ainsi à Faraba et Amar qui avaient tous deux quitté le ballet. Il occupa cette place jusqu'en 1990, date à laquelle il fut admis au programme de départ volontaire à la retraite. Ces quelques 18 années de travail furent sans aucun doute pour lui une expérience unique ainsi qu'une chance remarquable, puisqu'il parcourut le monde entier avec le Grand Ballet National du Mali, s'ouvrant ainsi à d'autres cultures et établissant des contacts intéressants pour les années suivantes. Carnet de voyage avec les ballets maliens. 1973, Algérie Festival, Hongrie Échange culturel, France Échange culturel. 1974, France, Italie, RFA Pays-Bas, Suisse, tournée européenne. 1975, Maroc, Nigeria, Tunisie, Kenya, Ghana, Cameroun, échange culturel. 1976, USA, tournée dans les 52 États. 1977, Cuba, Festival de la Havane, Nigeria Festival. 1978, ex-Yougoslavie, échange culturel. 1982, Libye Festival. 1983, Chine, Corée du Sud, Japon, échange culturel. 1985, Guinée, Festival Zone 2. 1985, ex-URSS, Festival à Moscou. 1986, France, tournée. 1987, France, tournée. 1988, Maroc, Festival de la francophonie. 1989, Martinique, Guadeloupe Festival, Finlande, Suède, Danemark, tournée. 1990, France, tournée puis départ volontaire à la retraite. À partir de 1990, François fut désormais libre de tout engagement avec le gouvernement. L'expérience acquise lui permit de façonner sa personnalité, et le poussa à être créatif, à se frayer un chemin dans la jungle du secteur privé où le salaire se gagne jour après jour. Dès 1986, il avait fondé sa troupe Percussion 2000 qui deviendra par la suite Santoro Percussion. Il créa aussi sa propre unité de fabrication de djembé et autres instruments traditionnels, d'abord basée à l'artisanat, puis à la Maison des Jeunes de Bamako. Il trouvait des petits contrats avec les studios d'enregistrement, et ouvrit une école de formation musicale accueillant des élèves venant de la France, du Japon, des USA et d'autres pays d'Europe. En 1994, il obtint son premier contrat de formation au CAK d'Oslo en Norvège, poste qu'il occupa plusieurs années avant de venir s'installer quelques années à Melun, région parisienne. C'est en 2000 que François a enregistré son premier album intitulé Santoro. Aujourd'hui, le jeune batteur qu'il était est devenu un homme mûr, expérimenté et respecté, considéré par tous comme un des plus grands maîtres de sa génération. Il s'est par ailleurs réconcilié avec sa famille, qui a compris que le destin est implacable. Marié et définitivement établi à Bamako, il mène entre deux voyages la vie tranquille de père de famille. Carnet de voyage de 1991 à 2012. 1991, USA, tournée et enseignement à New York, France, Festival Africolor. 1992, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, tournée avec Percussion 2000. 1993, Sénégal, Bénin, tournée avec Percussion 2000. 1994 à 1998, Norvège, enseignement au CAK des Oslo. 1998, Belgique, Pays-Bas, France. 1999 à 2000, Norvège, CAK, France, Festival Africolor. 2001, France. 2002, France, tournée avec Santoro. 2003 à 2009, France, enseignement à Melun, Mali. 2010 à 2012, Mali. Jean Dembélé et Julien Contet. Efertetessoa Dembélé nec son fils Ibrahim. J. Contet, Bamako 2011. Carte numéro 4. Région d'origine et de pratique du djembé à Mali. Le tambour djembé.
1. L'origine. Tambour du pays mandingue. Le djembé a pour origine une région située de part et d'autre de la frontière qui sépare le Mali de la Guinée-Conakry. Voir carte numéro 4 page 26. Les ethnies qui pratiquent cet instrument depuis le plus longtemps sont les Malinké auxquels on attribue généralement la paternité de ce tambour, les Wassoulunké, les Bamanandes du Sud, voir musique page 129 et les Soninké. Les Kassonké et les Bamanandes du Karta, ainsi que d'autres groupes ethniques du Mali ou des pays avoisinants l'ont vraisemblablement adopté ultérieurement, à des époques plus ou moins reculées, certains d'entre eux ne le jouant que depuis quelques décennies. D'après la plupart des percussionnistes, l'apparition du djembé ne semble pas remonter au-delà du XVIIe voire du XVIe siècle, bien que d'autres la situent autour du XIIIe siècle. Le nom de l'instrument est une déformation du mot dimé qui signifie tambour, en langue soninké. Par ailleurs, le tambour djembé était autrefois appelé djembé, et ce jusque dans les années 70. Selon la légende, le premier djembé aurait été un mortier usagé sur lequel on aurait eu l'idée de tendre une peau. On peut effectivement avancer l'hypothèse selon laquelle le tambour djembé serait une évolution des tambours mortiers utilisés à l'époque de l'empire du Ouagadou, voir Histoire, page 210, que l'on retrouve aujourd'hui sous la forme du solidounoun bamanan et autres petits tambours mortiers frappés avec les mains. 2. La tradition. A. Évolution de l'instrument. 2 aurait été au début l'apanage des seuls forgerons, qui ne le jouaient qu'à l'occasion de la fonte du minerai de fer. Il était alors plus petit, et se jouait avec les 2 index de manière discrète. Par la suite, sa pratique se démocratisa et n'importe quel individu, de la gent masculine, put en jouer, qu'il soit agriculteur, griot ou forgeron, mais c'était toujours le forgeron qui le sculptait. Le djembé est d'ailleurs l'un des seuls instruments qui ne soit pas rattaché à une caste ou une corporation chez les Malinké. La kora, le bala, le ntama, le djelingoni et le bolon ne sont joués que par les griots, le simbi ou le donsongoni étant les instruments des chasseurs. Même le dounoun qui accompagne le djembé aujourd'hui n'était pratiqué que par les griots dans le passé. Chez les Kassonké, ce tambour est appelé djelidounoun, lit, le tambour des griots. Par ailleurs, si on consulte le livret du disque enregistré par Gilbert Rouget en 1952 dans la région de Kankan, collection Musée de l'Homme CNRS, Guinée, musique des Malinké, le chant du Mondé, on constate avec étonnement que les musiciens utilisent le mot bara pour désigner le djembé, baraba égale djembéba ou solo, baraden égale djembéden ou accompagnement. Il serait intéressant de faire des recherches à ce sujet, mais cela représenterait un autre terrain d'ethnomusicologie. Avant de devenir l'instrument soliste éclatant que l'on connaît aujourd'hui, le djembé fut donc dans un deuxième temps un instrument d'accompagnement. Il servait effectivement à soutenir le chant et la danse au même titre que les autres instruments tels que variablement le bala, le ntama, le dounoun ou le djidounoun. On chantait presque tout le long de la manifestation, le tempo était moins rapide et le volume sonore maîtrisé, afin que l'on puisse entendre les paroles chantées ou déclamées. Mais la danse, les danses. Le djembé devint donc l'instrument préféré des femmes, synonyme pour elles de danse, de divertissement et d'exutoire, puisque ces dernières profitaient des jeux de tambour pour libérer leur énergie. Dans ces sociétés mandingues où la femme est souvent cantonnée à son rôle de femme au foyer, toujours occupée à ses innombrables tâches ménagères et soumise à l'autorité sans partage des hommes, la danse est un des rares moments où elle peut s'exprimer, se défouler et finalement exercer un pouvoir directif sur des membres du sexe opposé, les percussionnistes devant se plier à leurs exigences en jouant tel ou tel rythme, à telle ou telle vitesse, etc. Paradoxalement, le jeu de tambour, lorsqu'il n'est qu'un simple divertissement profane, représente pour les femmes un moment important et privilégié, égard aux percussionnistes qui joueraient mal ou qui ne joueraient pas comme elles l'entendent. La danse est aussi un moyen de s'adonner au jeu de séduction, car elle révèle au batteur ou au garçon qui regarde depuis l'extérieur du cercle, les charmes et les aptitudes des jeunes filles qui la pratiquent. Les danses traditionnelles héritées des générations précédentes constituent le patrimoine artistique et culturel de chaque groupe ethnique. Témoignage du passé et du présent, elles laissent transparaître les mœurs et coutumes, les croyances, les mythes et expriment les états d'âme de la société.
Au-delà du simple divertissement, la musique et la danse sont empreintes d'une signification sociale et influencent de manière positive la vie des membres de la société. Nous avons classifié ces danses en 4 catégories distinctes. Les danses profitent. Elles peuvent être pratiquées par tous les membres de la société mais sont le plus souvent les femmes ou les enfants qui s'y adonnent. Organisées en toutes circonstances lors des baptêmes, mariages et autres jeux d'enfants, les danses profanes ne sont généralement pas rattachées à un événement défini et ne font l'objet d'aucun interdit particulier. Les danses corporatives. Elles correspondent le plus souvent aux danses des gens de caste qui sont généralement les seuls à pratiquer leurs danses respectives, à savoir les danses des griots, les danses des forgerons et des cordonniers ainsi que celles des esclaves. Les danses qui sont le propre de certains clans patronymiques, nobles ou gens de caste, ou de certaines ethnies rentrent également dans cette catégorie. Elles servent à souligner la singularité et à reconnaître la caste, le clan ou la corporation, chasseur, etc., de la personne qui l'exécute. Les danses rituelles. Elles sont exécutées dans des circonstances bien précises ou à un moment particulier de l'année, telles que les festivités relatives à l'agriculture ou à la circoncision, à l'occasion desquelles on peut voir certains masques ou marionnettes. Ces danses ne font pas l'objet d'interdictions strictes dans la mesure où tous les membres de la société peuvent y assister. Les danses sacrées. Elles sont caractérisées par le fait qu'elles correspondent à un cercle fermé d'initiation. Tout le monde ne peut assister à leur exécution qui est empreinte de magie ou de religion, précédée de préparations rituelles secrètes et très souvent accomplie par un danseur masqué et costumé. Elles sont parfois accompagnées de sévices corporels initiatiques ou punitifs. Il me semble nécessaire de donner quelques explications sur les masques et les danses de masques qui occupent, au Mali comme partout ailleurs en Afrique noire, une place importante dans les mœurs socioculturelles. Pour ce faire, je cède la plume à Djibril Tamsir Niane accent aigu, le Soudan occidental au temps des grands empires Xi-16e, présence africaine. En Afrique, les masques représentent les esprits ou les génies du monde supranaturel. C'est pourquoi le forgeron, fabricant de ces objets, est considéré comme sorcier, entendons comme un homme possédant le don de rentrer en communication avec les esprits invisibles. Ainsi donc un masque n'est pas un portrait. Chaque masque présente des particularités anatomiques. Celui-ci nous fascine par ses yeux exorbités, celui-là nous effraie par sa bouche béante et sans dents, cet autre nous glace de terreur par on ne sait quel pouvoir. Tous ces éléments sont voulus. Mais le masque n'est qu'une partie d'un ensemble. Il est toujours associé à un costume de fibres ou de feuilles qui enveloppe et cache complètement le corps de celui qui le porte. Être d'un monde supranaturel, les masques ne sont pas moins doués de paroles, cependant ils s'expriment dans un langage inintelligible que seuls peuvent comprendre les initiés. Le prêtre officiant est l'interprète quand celui-ci paraît et parle en public. Faits importants, le masque ne se montre en public qu'accompagné de musique. Souvent il parle et s'exprime par la danse avec des gestes, des attitudes qu'interprète le sorcier. Art total, la danse fait participer le corps et l'esprit. La communication avec l'au-delà, l'invisible, est plus rapidement obtenue par le truchement du chant et de la danse. D'où l'importance de celle-ci à tous les degrés d'initiation. Ainsi chaque confrérie, chaque groupe d'âge a sa musique et ses pas de danse. À Y regarder de près, dans les danses les plus profanes, c'est-à-dire les plus populaires, on retrouve quelque chose des significations magico-religieuses. L'homme qui porte un masque cesse d'être un homme pour ne plus être que l'incarnation de l'esprit ou du génie dont il habite le masque. Aussi est-il interdit de l'appeler par son nom, même si on arrivait à le reconnaître dans son déguisement momentané. Les Malinké, les Bambara, les Dogons et les peuples côtiers, de la Gambie aux îles de l'Os, furent de grands sculpteurs sur bois. Ce qui nous reste des masques et des statuettes témoigne d'un grand talent, d'un goût exquis. La société traditionnelle étant répartie en groupes d'âge, on distinguera d'une part les masques et statuettes appartenant aux adultes et de l'autre les masques et réjouissances des classes de jeunes. C'est en somme la distinction entre art religieux et art profane. Il y a plusieurs masques récréatifs, les thèmes et les sujets variant pour ainsi dire à l'infini, d'une région à une autre ou même parfois d'un village à un autre. Pour les tout petits, les adultes fabriquent des statuettes et des masques avec lesquels on monte des opéras comiques. Les nombreuses occasions de fêtes en saison sèche font des masques des êtres familiers du folklore. L'annonce de l'apparition du Sbondel, NDLR sur les côtes guinéennes, chez les Nalous, les Bagas et les Soso,
du Kondon, NDLR, chez les Malinké et du Sogoninku, NDLR, chez les Bambara, est un événement heureux que les jeunes attendent avec impatience. Ainsi les masques récréatifs constituent un élément central de la vie culturelle villageoise. Les grands masques religieux sont sous la garde des anciens organisés en sociétés secrètes. Simo chez les Bagas Nalu et Komo chez les Malinké Bambaras. C'est le djembé fola. Chez les peuples d'ascendance mandingue, si la musique vocale est le plus souvent l'apanage des femmes, la musique instrumentale est généralement exécutée par les hommes, exception faite de certaines petites percussions telles que les tambours d'eau, djidounoun, les calbasses, guitares, les hochets, les sistres et certains grattoirs, carignans. Le tambour djembé est donc un instrument exclusivement pratiqué par les hommes, tous n'étant pas capables d'en jouer. Il faut en présenter l'envie et les aptitudes, puis l'apprendre sérieusement et le pratiquer très régulièrement, à l'instar de n'importe quel instrument de musique. Auparavant, le djembé fola exerçait toujours un autre métier en tant qu'activité principale, la pratique du tambour étant un simple plaisir, un passe-temps. On lui offrait des noix de cola pour l'inviter à jouer, puis on le récompensait en lui remettant un coq ou une calebasse remplie de mil, d'arachides ou de haricots, en fonction des moyens. Aujourd'hui, si l'argent liquide a remplacé les rémunérations en nature, le djembé fola du village fait toujours un autre travail en parallèle, tandis que celui des grandes villes réussit à vivre de son art, non sans difficulté pour certains, il est vrai. Il faut également préciser que le djembé fola ne néglige pas le caractère mystique de son statut et les forces hostiles dont il peut être la cible au cours de ses représentations. Autour des bras ou à l'intérieur de son tambour sont placés des objets censés le protéger contre la fatigue, la jalousie des autres batteurs et lui servir de support pour l'inspiration. D. La parole du tambour. Au village, le djembé bafola exécute des contrepoints répondant au chant. Il marque les pas de danse en exécutant des phrases traditionnelles agrémentées d'improvisation, sans se détourner de ce répertoire érigé par des générations de percussionnistes avant lui. Les concepts de phrases et de paroles sont importants dans la musique car celle-ci est liée à la langue. Lorsqu'on dit que le djembé parle, cela signifie que son répertoire est proche du langage parlé et de ses caractéristiques, et que toutes ses phrases de solo lui ressemblent, sans pour autant avoir forcément une signification littérale. Le jeu de djembé des Bamanan, par exemple, diffère de celui des Malinké ou des Soninké de la même manière que leurs langues respectives sont différentes, tant au niveau de l'accent que des intonations. Par ailleurs, il est également important de connaître le répertoire vocal, car les percussionnistes se basent toujours sur la chanson pour engager le rythme. C'est le djembé bafola ou le dounoun bafola qui donne le signal définissant le tempo, la nature du rythme et son placement par rapport au chant. La place du village. La plupart des jeux de tam-tam ont lieu sur la place publique appelée bara, bera, fara ou ferret, théâtre à ciel ouvert empreint d'ancienneté et de sacralité situé au centre du village. Le génie tutélaire de la place, Ferrero Gina en langue bamanan, ne reçoit aucun sacrifice, mais n'accepte pas les bagarres entre adultes ou les actes de sorcellerie. Le baraba est donc un lieu où il faut observer un certain comportement. Il joue également un rôle sociologique puisqu'il est le seul espace public qui brasse l'âge et le sexe. Filles et garçons, incirconcis et adultes s'y retrouvent, ces derniers pouvant le fréquenter jusqu'à la circoncision de leur propre fils. Après, il est préférable pour eux de rejoindre le groupe des vieux qui affectionnent le plus vieil arbre situé à la porte du village, à l'ombre duquel ils s'allongent sur une terrasse surélevée faite de troncs, espace jadis interdit à la jeunesse, sauf en cas de manifestation officielle. Sur le bara se déroulent donc les jeux de l'enfance et de l'adolescence, les soirées récréatives et les fêtes à caractère profane, tandis que les réjouissances intercommunautaires qui réunissent plusieurs villages telles que les manifestations de la circoncision et de l'excision, les funérailles ou les fêtes rituelles se transportent sur l'aire réservé aux anciens. Les tambours dounoun. La place du tambour dounoun est elle aussi à définir. Aujourd'hui, les dounouns accompagnent systématiquement le djembé dans les villes et dans les villages mais il n'en a pas toujours été ainsi. D'après Feu Khalifa Berete dit Mao, maître djembé fola natif de Kaba, Kangaba, on jouait bien souvent le djembé sans dounoun il n'y a encore pas si longtemps. Il était plus fréquemment accompagné d'une tama jouée par le griot.
comme en témoignent les photos prises en pays malinké par Edmond Fortier en 1905. Dans la région de Kangaba qui se trouve être la capitale historique des Malinké située au cœur du Mandé, les fêtes profanes telles que les petits mariages ou les divertissements de femmes étaient soutenus par deux djembé follo. Les femmes jouaient parfois les djidounoun, tambour d'eau simultanément en guise de ligne de basse. L'enregistrement de Gilbert Rouget cité plus haut confirme ces propos. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.